Nous sommes dans le pays de Phalsbourg, au pied du château de Lutzelbourg. Sous un long couloir de brume qui s'étire jusqu'au village d'Artswiller, le canal de la Mare de Rhin franchit un col. Mais comment ce canal peut-il franchir un col, et qui plus est, avec des péniches de 300 tonnes? Aujourd'hui, les habitants de la vallée vous diront que c'est très facile, car le canal conduit tout simplement à un ascenseur à bateau. C'est le célèbre plan incliné de Saint-Louis-Artswiller. Mais les anciens éclusiers de la vallée pourraient vous dire comment ils faisaient, eux, dans le temps, quand le plan incliné n'existait pas encore. C'était quand les bateaux passaient par l'échelle d'écluse, et là, c'était une autre histoire. Depuis que Léonard de Vinci a mis au point la première écluse à sas, voilà comment cela fonctionne. Pour qu'un bateau puisse franchir la montagne, il lui faut se hisser jusqu'au sommet en empruntant les écluses les unes après les autres. Le principe consiste essentiellement à enfermer le bateau dans un sas grâce à de lourdes portes de bois ou de fer. Le remplissage cesse naturellement quand le niveau de l'eau atteint la partie supérieure. Qu'il s'agisse de se hisser jusqu'au sommet d'un col ou de redescendre vers la plaine, le procédé est le même. Pour remplir ou pour vider le sas, l'eau passe par des ventelles placées dans le bas des portes. Elles sont actionnées par l'éclusier et fonctionnent comme des robinets. Le bateau peut alors franchir la montagne comme s'il enjambait les marches d'un immense escalier d'eau. Lorsque les écluses sont très rapprochées, comme ici sur l'ancien canal de Briard, on appelle ça une échelle d'écluse. Une écluse permet de franchir une certaine dénivellation, mais cette dénivellation, elle est relativement réduite. Sur le canal de la Mare de Rhin, par exemple, les dénivellations sont de l'ordre de 2,50 m. Bon. Il faut donc multiplier les écluses pour franchir des dénivellations plus importantes. D'où vient l'idée de l'échelle d'écluse. C'est à Sully, alors ministre de Henri IV, à qui l'on doit la première échelle d'écluse. Elle permettait de passer le point culminant entre le bassin de la Loire et celui de la Seine. Le but était de créer le premier canal de liaison qui allait développer les échanges entre les provinces. Avant l'échelle d'écluse, on avait mis au point des sortes de glissières où l'on tirait les bateaux pour leur faire franchir ces dénivellations. Mais ça ne pouvait marcher qu'avec des bateaux de petite capacité. Le réseau de navigation continuera à se développer en France, surtout sous Louis XIV, grâce aux travaux de Vauban. Les canaux étaient essentiellement conçus à des fins militaires et réalisés par les ingénieurs du roi. Ils ont d'ailleurs donné naissance à l'actuel corps d'armée qu'on appelle le génie. Son idée, quand il construisait une plateforme, c'était de construire un canal pour approvisionner les matériaux de construction pour construire la forteresse. C'était uniquement son objectif. Mais à mon avis, à ma connaissance plutôt, il n'a pas
réaliser de grandes liaisons comme le Rhône au Rhin ou la Marne au Rhin. Le transport fluvial joue donc dorénavant un rôle majeur dans la vie économique de notre pays. Et pourtant, au début du XIXe siècle, le canal de la Marne au Rhin n'existe encore que sur le papier. Le premier projet date du XVIe siècle, lorsqu'un comte palatin contemporain de Sully envisage de construire un canal de liaison entre la Zorn et la Sarre. C'est le premier projet de traversée des Vosges. La connexion avec la Sarre est prévue à Brüderdorf, puis le canal remontait étrangement à Phalsbourg pour rejoindre la Zorn à Lützelbourg. La dénivellation importante entre Phalsbourg et Lützelbourg entraînait la construction d'une échelle de 30 écluses. Mais ces vues grandioses suscitaient de telles jalousies que ses détracteurs proclamèrent le projet irrecevable, car il constituait à leurs yeux un péché contre Dieu. Le premier projet fut enterré à la mort de son auteur en 1592. Un deuxième projet fit son apparition à l'époque de Napoléon Ier. Le citoyen Marcel Prault-Saint-Germain venait de rédiger un projet qui, selon lui, annonçait le tracé d'une navigation naturelle qui relierait la Seine au Rhin sous la dénomination Navigation Bonaparte. Ce tracé traversait le massif vosgien en passant par de petits cours d'eau plus ou moins canalisables et rejoignait Lützelbourg par la Zorn. Mais comme certaines rivières étaient quasiment à sec en été, ce deuxième projet fut lui aussi abandonné. Chaque canal, pour ainsi dire, a son individu, son promoteur. Le canal du Rhône-Rhin, ça a été Claude Quentin Lachiche, qui a dépensé son temps et son argent et sa santé pour promouvoir la liaison Rhin-Rhône, le canal du Rhône au Rhin. Et pour chaque canal, on peut trouver un personnage qui a été à l'origine de cette liaison. C'est l'ingénieur Barnabé Brisson qui dirigea ce nouveau projet et qui fixa le point de passage des Vosges par la vallée du Teigelbach à Arswiller. L'idée de relier l'Alsace au port maritime du Havre par la Seine avait fait son chemin, car en effet le fort développement industriel des régions de l'Est nécessitait un accès au trafic maritime pour les débouchés vers les colonies. À cette époque, une étude logistique évaluait le transport entre Strasbourg et Le Havre à environ 400 tonnes de fret par mois. C'était le dernier en date et le plus élaboré, celui de Barnabé Brisson. Les autres projets précédents étaient quand même plutôt des esquisses qu'un projet technique élaboré. Mais la mort prématurée de Brisson retarda encore le projet. Finalement, la construction du canal fut autorisée par une loi votée le 3 juillet 1838. Mais c'était sans compter avec le développement du chemin de fer. Car à l'époque, l'engouement du rail est tel que le Parlement français fit voter une loi accordant des crédits spéciaux pour l'étude des grandes lignes. Le chemin de fer devint un concurrent sérieux à tel point que les travaux du canal furent suspendus par manque de financement. À un moment donné, les travaux ont été arrêtés parce que les progrès du chemin de fer et l'équipement de la France en ce qui concerne son réseau ferré, était telle que les promoteurs du chemin de fer étaient beaucoup plus forts que ceux du canal. Seuls les chantiers du canal entre Paris et Nancy étaient encore envisagés.
Pour la traversée des Vosges jusqu'en Alsace, on préconise d'abandonner les parties construites pour y faire passer le chemin de fer. Dans le Bas-Rhin, l'abandon des chantiers suscite l'inquiétude des populations, car l'eau stagnante dans les tronçons du canal provoque des rumeurs d'épidémie. L'argumentation des promoteurs du canal, c'était le bas prix du transport par eau. Maintenant, évidemment, le canal ne fait pas du porte-à-porte, tandis que le chemin de fer réalise au plus près la livraison des matériaux. Au bout de plusieurs années de polémiques et de débats, c'est sous l'influence des lobbies industriels et sous l'égide de l'ingénieur en chef Collignon, alors député de la Meurthe, que le chantier va reprendre. Cela entraîne le perçage de plusieurs tunnels qui vont se superposer et se croiser. Le tunnel du chemin de fer passant sous le tunnel du canal à Hartswiller pour déboucher côte à côte à l'entrée du tunnel de Niederwiller. Dans la descente d'Hartswiller vers Lützelbourg, on construira une échelle de 17 écluses sur environ 4 km. Tous ces chantiers seront supervisés par la même équipe d'ingénieurs sous la direction d'Auguste Greff. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens du pays qui viennent travailler aussi bien dans les projets de chemin de fer que dans les projets de canaux. Mais il y a aussi des gens qui viennent d'ailleurs. Je sais que le canal du Rhône-Rhin a été en partie construit par des prisonniers, des bagnards, mais pour le canal de la Marne-au-Rhin, c'est pas certain. Hein. La ligne de chemin de fer fut inaugurée en 1852 et le canal en 1853. C'est le 9 octobre 1853 qu'un bateau parti de Strasbourg rejoignait Paris en 18 jours et que quelques jours plus tard, le premier bateau provenant du Havre débarquait à Strasbourg avec 150 tonnes de marchandises. Aujourd'hui, l'échelle d'écluse est abandonnée. Quelques anciens se souviennent encore de la vie que l'on menait là, dans ce qu'on appelle maintenant l'ancienne vallée des Éclusiers. Nous les avons rencontrés, ils nous ont parlé de leur vie au quotidien. Une vie sédentaire, organisée au service des gens qui voyageaient. D'un côté les passeurs qui ouvraient les portes, de l'autre les mariniers qui franchissaient la montagne. Ce temps est bien sûr révolu, mais les traces et les vestiges restés çà et là animent encore les mémoires. Lorsque le vent vient faire l'amour aux branches des arbres d'alentour, avec tant et tant de tendresse. C'est avec eux que nous vous proposons de continuer cette histoire. Mémoire d'éclusier pour remonter le temps, parole d'éclusier simplement pour ne pas oublier que le monde et la vie sont l'un et l'autre aussi fragiles qu'éphémères. Le temps soudain s'arrête pour écouter le vent déjà s'apprête à voir passer le temps. Et tous les deux se figent comme le font les amants, et tous les deux s'en fichent, ils ont à eux deux tant et tant de temps, tant et tant de temps, tant et tant de temps de tendresse. Salut Paco. Salut. Ça va? Eh, je vois bien. Et alors mon grand, qu'est-ce que ça compte de beau? C'est beau. En forme? Oui. C'est une très bonne chose. Ouais. Alors c'est ici que vous avez vécu? Oui, j'étais même élevé ici. J'étais là depuis 1941. Comment c'était ici avant? Ah ben c'était beau à voir, c'était tout nettoyé. On avait des chèvres comme lui il en a. Ils vont venir là. Ouais. Et en plus, tout les talus étaient fauchés parce qu'on faisait du foin pour les chèvres. Les grenouilles, elles faisaient déjà ce bruit? Non, non, il n'y avait pas de grenouilles à l'époque, il n'y avait que de l'eau.
On s'est mariés en 58 et puis le 1er mai 59. Elle sait plus On l'étape que moi. allé à l'écluse 5. Ah ouais. Et alors, quelle est votre impression quand vous êtes arrivé dans cette écluse? Un peu paumé, quand même. Et ce qui m'ennuyait le plus, c'est de traverser les passerelles pour aller vers la maison. Je ne sais pas, j'avais une peur bleue pour traverser, et pourtant je nageais bien et tout, mais j'avais la frousse. Là où elle habitait, il n'y avait pas de canal. Ma grand-mère, elle est née à l'écluse 8 et mon papa à l'écluse 11. Et après, ils sont 2. Voilà. Voilà. Il y avait tout le temps plein de bateaux qui passaient, des mariniers, des gens qui passaient avec des machines qui tiraient les bateaux encore. Ouais. Hein, et puis, il y avait beaucoup de vie là. Hein. C'était la belle époque, vraiment, vraiment. Les mariniers qui étaient en attente de là, le passage vers Strasbourg, ils venaient sur l'écluse, ils discutaient avec les mariniers montants qui allaient vers Vitry, hein, ou vers le canal Terrouillère. Ah oui. Alors c'était une journée qui passait assez vite, hein. C'était une journée qui était occupée. Puis il y avait les chars qui prenaient le train. Il y avait tout un passage vraiment, une belle vallée. À l'époque, mon père, il était 11 années à l'écluse 12, mais il n'y avait pas un soir où il n'y avait pas un marinier qui était là. Ici, il y avait tout le temps des bateaux. Alors ils se rencontraient, ils se racontaient les histoires de voyage, tout ce qui se passait, ce qui est arrivé. Il y en avait qui... C'était encore l'époque où les mariniers jouaient à l'accordéon, mon père jouait à l'accordéon, et puis ça faisait de belles petites choses. Je me rappelle, j'avais 6 ans. Je me rappelle encore quand on se faisait des soirées comme dans le temps. Nous, on montait à l'écluse 2, l'écluse 2, ils venaient chez nous, l'écluse 4. Les femmes, elles tricotaient, les hommes, ils racontaient, et puis il y avait le Spic, le Matisse, Oui, ben, les ouvriers de l'attraction de l'Est. L'attraction de l'Est. Ils sont venus boire un coup. Oui. De temps en temps. Je peux pas dire que se sentait isolé, c'était comme au village. Chaque éclusier était responsable du domaine de l'écluse, quoi. Il entretenait son écluse, plus la moitié du bief, amont et aval. Que l'autre faisait oui, aussi. Et l'autre, c'était dans le sens inverse. Mais alors, ils entretenaient jusqu'en bas au taille-bar, et malgré le trafic. Là, on se barrait par le truc. On cultivait de tout, n'importe. Alors là, dans le champ, il y avait des pommes de terre, des betteraves, de toutes sortes, choux. Et ça, c'était notre couche à l'époque. Le bon coin, que ça poussait le mieux. Ah oui? Oui, parce que le soleil tapait, il n'y avait pas l'arbre là. Il n'y avait pas d'arbre. Les arbres étaient en haut, c'est tout. Hein. Alors, c'est comme ça qu'on vivait. On avait pas mal de groseilliers dans le jardin. On cueillait les groseilliers, on faisait du vin. Ah oui? Ah oui, délicieux. Ah, délicieux. Ah. Et on avait une 60aine de poules et presque autant de lapins. Ah. Oui. Vous aviez des œufs? Oui. Et je vendais les œufs. Ah, vous les vendez? Aux éclusiers. Oh, et au marinier, oui, au marinier, et au plus fort. Ah oui. Là. Ça rapportait. Ah oui. Vous savez combien de pieds de salade qu'ils mettaient? Jusqu'à 360. Et on les vendait comme des petits pains. 3 ensemble pour les mariniers. Ils n'avaient pas besoin d'argent de poche. Ah ben, je l'ai déjà dit ce matin. Pas besoin d'argent de poche. Ou je voudrais faire un pot-au-feu, t'as pas un poireau, un peu de persil, une carotte ou... Si, mais si. Hop là, pour boire. Il y avait même des éclusiers qui avaient des vaches. Hein. Ah oui? Oui, ça existait. Là, il n'y en avait pas.
Mais à l'écluse 3, il y avait des vaches. À l'écluse 8, il y avait des vaches. Plus de Une place, ou deux, ouais. oui, ils avaient Ça, plus de place. ouais. Puis tu avais le cochon aussi. Ah bah chacun avait son cochon à tuer. Les volailles, ouais. Il y avait tout. Et les bêtes, ici, vous les aviez où? Elles étaient toujours à l'intérieur? Là-dedans, il y avait les bêtes. Il y avait 2 vaches, là il y avait un ronca, là il y avait aussi un chauffe à ronca. Là on avait le fourrage, hein, le foin, Ouais. et puis la paille, et là il y avait le regard là-dessus. Et puis de l'autre côté, il y avait encore un ronca. Ah oui, mais à l'époque, il y avait des pâturages là pour les bêtes? En haut. En haut. Il n'y avait pas de forêt donc à l'époque? Mieux, c'était pas là, c'est sauvage. Ah ouais? C'est une honte. Ah bon? Oui, tu pouvais voir les photos là. J'avais encore 63 ruches. Je faisais mon miel, je vendais le miel aux mariniers. Et puis, quand il n'y avait pas de péniche, à un moment, j'étais au rucher. Ah oui, d'accord. Là, je faisais le miel et c'est ça. Oh, il y avait du boulot. Quand je vois ça, presque une envie de pleurer. Oh, aïe, aïe, aïe. Là, ma maman venait chercher du lait. Parce que cette dame, elle avait encore une vache. Donc, on cherchait une fois par semaine, on venait chercher du lait chez la dame là. Oh, j'ai qui ici? Oh là c'est dangereux. Hein. Ouf, je commence à avoir peur. C'est vrai? Ouais. Il y a des peurs qui vous reviennent? Qui reviennent un peu. Hein. C'est vrai que c'était surtout... Et la nuit, c'était par moments aussi lugubre. Hein. Ah oui? Oui. De ça, j'ai encore... j'ai une petite peur comme ça. Donc là, on venait souvent aussi. C'était Monsieur Paco, vous connaissiez peut-être, qui habitait là. Hein, c'était des très bons amis à mes parents. Donc sa maman déjà éclusière, mes grands-parents, donc une amitié depuis longtemps. Hein. Après le travail, on allait en forêt, ramasser du bois ou couper du bois, parce qu'on habitait la forêt pour ainsi dire. Et la maison, elle était bien entretenue à l'époque. À l'intérieur, c'était entre les deux. Pour ça, entre les deux? Ouais, c'est des maisons de l'État. Il n'y avait pas de douche. Encore maintenant. Hein. Encore maintenant, il n'y en a pas. Ça, ouais. À l'époque, il n'y avait pas de douche. Autant tes parents, la cuisine, elle était de là. Elle était là. Il n'y avait pas ça. Et le truc de là jusqu'au mur là-bas, c'était la cuisine. Elle était très petite. Hein. Très petite. Hein. Pour 9 personnes, hein, 7 gosses. Ouais. Et les parents. C'était très petit. Là, c'était la chambre pour les garçons. Il n'y avait pas d'armoire. Ah bah oui, c'est sûr. Hein. L'armoire, c'était des clous derrière la porte. Et là, on suspendait les manches de linge. Les mailles de cours, enfin le linge de cours. Oui, et puis il n'y avait pas de table de nuit, ça n'existait pas. Ouais. Il y avait juste un passage, c'est ça. De toute façon, parce que vous n'étiez pas beaucoup à l'intérieur. Et comme il n'y a pas de chauffage, Ouais. l'hiver, le pot de chambre qu'on avait pour faire pipi, il était gelé le matin, tellement il faisait froid. Et puis là, à côté, il y avait deux lits aussi. Ça, c'est la chambre des filles. Il y avait 2 lits, un lit là et un lit là, et là, il y avait une armoire. Et puis, c'était un 4. Un 4 aussi? Oui, c'était 4. 4 sœurs. Et puis, nous, on était 3 garçons. Oui. Le WC est toujours dehors, d'après ce que je vois. Bah oui, bon, Alors, il fallait traverser la cour pour y aller. bon. On vivait un peu comme moi maintenant. Comme les bohémiens. Oui, mais c'est pas les bohémiens, c'est certain, faut pas dire cela, quoi. C'était pas moderne comme maintenant. C'est certain, bon, bah, c'est bien quand même. Hein. Et sur le hangar en haut, on mettait le foin. Les chèvres qui arrivent, t'as vu? Et les écuries. Fissou, les chèvres, là. Ouais. Margot. Il fallait avoir des chèvres parce qu'on n'avait pas de lait. Hein. Il n'y avait pas de briques de lait comme maintenant. Ça n'existait pas. Hein. Ah oui. Alors on
près des chèvres. Vous regrettez un peu ce temps-là aujourd'hui? Vous pourriez encore vivre là-bas? Il y a 2-3 personnes qui vivent sur ce canal vide aujourd'hui. Oui, mais dans le temps, on a quand même été plus ravitaillés. Le boulanger là du village, il descendait 3 fois par semaine. Ah oui, c'est ça. Alors lui, il avait tout. Il avait de l'épicerie aussi. Il avait de tout. Si quelque chose manquait, on allait chez le merci. Mais il fallait aller jusqu'à l'Écluse 3. Ah oui. Alors, c'est là qu'il nous attendait. Il n'avait pas le droit de circuler sur le chemin de Hadach. Alors, il fallait aller à l'Écluse 3. Il y avait le boucher qui passait, il y en avait même 2-3 bouchers qui passaient. Oui, mais en face. Mais en face. Oui. Jamais, mais c'était comme ça. Le pain, on le cherchait à la gare d'Artillerie. Des fois, j'allais à Lutzelbourg, à la Coop ou n'importe. Je faisais mes achats. Et il me l'envoyait par bateau. Il me mettait tout dans une grande caisse et s'il y avait un bateau qui passait, il lui donnait, il a dit tu déposes ça à l'Écluse 5. Et puis automatiquement il y avait l'entraide. Et il y avait le troc, il y avait beaucoup de choses. Un marinier avait du surplus, ça dépend, en charbon ou en blé ou en maïs ou de l'orge pour les bêtes. Mais à l'époque, il n'y avait pas seulement ça, il y avait aussi les fameux bateaux que j'ai pas connus, malheureusement, les pinardiers. Eh bien alors, il faut voir que dans la nuit, il y en avait qui marchaient avec la bonbonne 30 litres. Hein. Ah oui, ça c'était... Il y avait de tout, de tout. Il y avait un marinier, le macho, qui s'appelait le Marcel. Il disait, toi, avec ton vin de groseille, il dit, je te paye du vin de groseille pour la naissance du jeune. Eh bien, je ne vous dis pas comment ils sont sortis. Ils étaient amarrés à Niederwiller. C'était 2 frères ensemble. Quand il arrivait à Niederwiller, il avait perdu son frère sur la mobilette. Il ne l'a même pas remarqué. Et puis, il y a eu un accident dans la vallée de Lutzelbourg, à l'église 19. Il y a un conducteur de tracteur qui a été noyé. Il a par un moment d'inattention, il a glissé, il est tombé dans le canal. Il n'a pas pu sortir, il s'est noyé. C'est tout. Ça picolait pas mal hein, chez les mariniers et chez les éclusiers aussi. Hein. Moins. Moins quand même. Il y en avait certains qui... Il y en avait un à l'Écluse 9, il était de Garbourg. Eh bien, il ne savait pas nager, mais je ne sais pas combien de fois qu'il était tombé dans le canal. Il avait chaque fois de la chance qu'il y avait quelqu'un dans les environs pour le retirer. Chaque fois. Et il y avait un autre, celui-là tous les soirs. Et finalement, il s'est noyé. Et on a vu comment il s'est agrippé sur la murette pour sortir et tout. Il s'est noyé quand même. Il y avait les traces des doigts? Oui. Un père de 9 enfants. Justement, ma maman, elle a failli, en allant une fois chercher du charbon là en face, elle est tombée dans l'eau, elle est restée accrochée. Hein. Et puis elle a appelé, et puis bon, mon papa l'a enfin entendu, et puis ils l'ont tiré, quoi. Mais c'était tout juste. Hein. Et puis bon, elle avait perdu le dentier, ça je me rappelle. Et puis il fallait rechercher le dentier. Dans l'eau? Dans l'eau, oui. Mon papa, il avait demandé une permission de vider le bief, hein, et puis de rechercher le dentier. Ils l'ont trouvé. Hein. Vous n'aviez pas peur pour vos enfants, par exemple, qui tombent à l'eau, des choses comme ça? Aucun n'est tombé à l'eau. Aucun. Parce qu'on les surveillait, premièrement, et deuxièmement, quand ils revenaient de l'école, les 2 gamins, les 2 grands, ils savaient qu'ils n'avaient pas à traverser les passerelles avant que papa ou maman soient sur le pas de la porte. Des fois, ils restaient une demi-heure de l'autre côté sur le halage, mais ils ne traversaient pas tout seuls. Oui, une fois d'un bateau qui était en panne, à l'Écluse 4. Et donc,
La navigation était arrêtée à un certain moment et puis il y avait des scaphandriers qui venaient pour voir, je sais pas, quelque chose en pas, je sais plus. Et donc mon papa m'a emmené voir ça. Et quand j'ai vu sortir ce monsieur de l'eau, j'étais encore petite, mais là j'ai un petit clic. Hein. Ah, j'ai eu tellement peur parce que ma maman me disait toujours ne t'approche pas de l'eau, il y a un monsieur avec un crochet qui te cherche. Hein. Et ben voilà, j'ai été convaincue que c'était le monsieur avec le crochet qui cherchait les enfants quand ils allaient tout près de l'eau. Hein. Et une fois qu'ils avaient de toute façon 3 ans, 4 ans, on les prenait. Moi j'étais très bonne nageuse, mon mari aussi. On les foutait carrément dans le canal. Lui, il prenait un, moi, je prenais l'autre. Et je les apprenais à nager, on les apprenait à nager. Là, pour ça, il n'y a pas eu à avoir peur. Hein. Alors, je crois que lui, c'était un des seuls éclusiers qui savait nager à l'époque. Ah ouais. C'était pas normal non plus. Hein. Pas normal. Et puis, soudain, quand le soleil glisse sur le canal où déjà s'irisent les arcs-en-ciel lointains de nos jeunesses, on y voit passer les péniches lentes et pleines au ventre gras, au ventre de reine. Non, il n'y a plus de chaîne là non plus. Alors c'est comme ça qu'on tournait pour ouvrir les portes. Pour ouvrir ou pour fermer. Ah ouais. Hein, c'est ça qui circulait, alors on tournait autour. De l'autre côté, la plupart, c'était le marinier qui aidait, ou alors celui-là qui tirait le bateau. Ah ouais. Et... alors le bateau rentrait, les portes étaient ouvertes. C'était quand ouvert. Et après, on refermait les... Ouais, ça marche. Tu penses? Tu penses? Je veux pas que je butais là-dedans. Ah, ton frère. Voilà. Alors les 2 portes étaient fermées. On baissait les vannes là. On tournait là, la manivelle. C'était pas électrique comme maintenant. Ah ouais. Dans le temps, c'était à la main. On baissait ça. C'est ça les ventelles. Les ventelles. C'est quoi? Là en bas. Là. Un machin qui s'ouvre. Ah ouais. Les noms justes. Alors en bas, on ouvrait les ventelles, c'est le sens contraire. L'écluse se vidait jusqu'au niveau de l'autre bief. Et les portes s'ouvraient, on les ouvrait. Et après, le bateau, il partait. Le petit bief, là, était trop petit pour que les 2 bateaux se croisent. Hein. Donc il fallait qu'une péniche aille dans le coin là, qu'elle s'amarre. L'autre sortait. Allait dans l'écluse, et puis l'autre rentrait seulement. Hein. Et donc... Qu'est-ce qui passait sur le petit pont qui est là-bas? Ben les machines qui tiraient à l'époque les bateaux. Il y a le pont là. Il y a un passage des locotracteurs. Ouais. N'importe qui ne pouvait pas venir du jour au lendemain et puis bon, maintenant moi j'écluse, je me mets sur une écluse dans la vallée. Pourquoi? Non. Par exemple, si moi je tirais une éclusée, ça faisait baisser le petit bief de 40 cm. Puisqu'une éclusée fait environ 600 mètres cubes d'eau. Et ça suffisait pour faire baisser 40 cm le petit bief. Alors si par exemple vous aviez enlevé trop d'eau, un bateau qui descendait, on ne pouvait plus l'écluser à l'écluse 2, sinon il touchait le fond. Donc il fallait travailler de concert. Moi je devais travailler de concert avec mon collègue de l'écluse 2, ainsi qu'avec le collègue de l'écluse 3. Et dès qu'on mettait, mettons, comme ce bief là, parce qu'il y a quand même un bassin, mais 3 éclusés, lui il avait déjà le niveau à peut-être 2 cm du couronnement. Donc on devait toujours travailler ensemble. Un tire une bassinée, l'autre donne. Mais comment vous travaillez ensemble? À vue? Par signe. Qu'est-ce que vous faisiez comme ça? Mais il tapait avec la manivelle sur le garde-corps et me montrait à 1, ça veut dire qu'il va monter une vanne. Donc on savait que lui il va me tirer un certain volume d'eau.
Donc à ce moment-là, c'est le collègue du haut, c'est à lui de surveiller le niveau de son bief en dessous, sans trop en enlever en amont, au cas où s'il y a un bateau qui arrive. À l'époque, par bief, vous aviez presque 2 bateaux dans chaque bief. Et il arrivait qu'à un moment donné, entre 2 écluses, le bief était presque vide. Ça m'est arrivé que des petits accidents comme ça, que le bateau tape Si. Bon, j'en ai fait une bêtise. Là, j'étais encore pas titulaire, j'étais remplaçant. Quand vous sortez de la 15, la 14, la 15 est là, et la 14 est là. Il y a un petit virage. Alors, avant d'ouvrir les ventelles à la 15, il fallait s'assurer que le bateau montant est bien rentré dans la 14, les portes fermées, pour ne pas lui prendre l'eau. Et moi, j'ai commencé avec une vanne et tout de suite 2 vannes et tout. Et puis après, même pas une demi-heure, il y a un gars qui est venu, il a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit « Mais j'alimente. » Il a dit « Mais et l'autre ?» Il était déjà à sec de 30 cm. Il touchait. Alors, vous aviez les portes, là. En dessous, vous avez le faux-busque. Et la poupe du bateau était assise sur le faux-busque. Heureusement qu'il n'a pas cassé parce qu'il était en porte-à-faux. Il était chargé? Ah oui, avec 200, je me rappelle bien, 275 tonnes de charbon. T'as eu peur, là? Ah ben, j'étais pas fier. Hein. Quand je suis rentré le soir, et avec le père, étant donné mon père est un ancien éclusier qui avait 44 ans de service. Alors, le cigare, il était autrement que par le chef. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh ben, il m'a engueulé quelque chose de maison, et c'est le mot, engueulé. Hein. C'est une question de fierté? Ah oui, il n'admet pas que, fils d'éclusier, qu'on fasse une telle erreur. Expliquez-moi, qu'est-ce que c'est une période de chômage? Contrairement à ce que le mot dit, chômage, ça ne veut pas dire pas de travail. Au contraire, c'est là où il y a le plus de travail dans le secteur navigation. Ça veut dire un chômage, c'est un arrêt de navigation d'une date à une autre date. Ça peut être 15 jours, 3 semaines, comme ça peut être 1 mois, 2 mois. Et c'est la période où le service profite de faire le maximum de réparations. Puis on avait un grattoir que le canal nous fournissait, la navigation nous fournissait. On grattait les portes de la rouille. Et la une, c'est des portes avec rivets. Donc quand il s'était rouillé, il fallait, entre les rivets, il fallait gratter. Tandis qu'il y en a d'autres, la plupart c'était des portes soudées. Eux, ils savaient plus faciler. Ah oui. Ils savaient plus facile, mais dans les rivets, il y en a. Ça voulait dire gratter, brosser, gratter, laver, et après mise en peinture. Ah ouais. Et parfois 2 couches. Et c'était un sacré travail, ça. Hein. En 1967, après le chômage, il y avait une influence de machin de péniche. Hein. C'était de Niederwiller jusqu'à Gontrixoche. Des péniches, l'une derrière les autres. Et qui venaient que d'un côté. Ah oui. Chaque fois, il fallait remplir l'écluse, fermer en bas et remplir l'écluse de nouveau et ouvrir les portes. Ah. Eh bien, on en a chié là. Ah. Il y en avait tellement qu'on arrive pour les débarrasser, pour débarrasser des péniches. Hein. On a travaillé de 5 h du matin à 21 h du soir. Et le plus de péniches, hein, on passait ici à la une, avec 55 péniches par jour. Rendez-vous compte. Je me rappelle encore qu'il y avait un marinier. Il a dit qu'il faut ouvrir 4 vannes. Et on n'en avait que 3, l'autre était cassé. Et tout. Alors j'ai dit à mon mari, attends voir, laisse-le venir encore une fois. Et moi j'étais sur le côté du halage. Alors il dit, hop, 4e vanne, 4e vanne. Je dis, Paul, t'as vu le Teigelbach là en bas? Je dis, ouvre-la encore une fois. Je dis, et tu te retrouves là en bas. Je dis, ne t'arrête surtout plus. Je ne sais pas ce qui va t'arriver.
Ah ben, il ne s'est plus arrêté. C'est plus arrêté. Il a dit ouvrir la 4e vanne. Puis à moi, je l'aurais foutu dans le taille, par contre. Ah non. Parce qu'on a fait notre boulot. Et quand les portes n'étaient pas ouvertes, quand ils arrivaient, c'était... Il est fou, quoi. Oui, oui. Ils voulaient. Chez eux, c'était naviguer. Ils ne connaissaient rien, ils ne voulaient pas s'arrêter. Même le soir, des fois, pour 10 minutes, ils voulaient encore faire l'écluse. Mais quand tu termines à 21h30, c'était fermé, ils ne circulaient plus. Ah bah circulait. Alors c'était bouché alors, la plupart le savaient l'heure qu'il qu'il était. Hein. Eux, ils savaient que la navigation ferme à telle et telle heure. Hein. Mais il y en avait qui essayaient encore de passer une écluse. Ouais. Donc ils avaient gagné pour le lendemain. Ah bah oui. Ah, chez eux, c'est comme ça. Hein. C'était à cause du tunnel. Ah oui. Alors ils perdaient du temps. Et si la rame était partie peut-être juste 5 minutes avant, il fallait qu'ils attendent leur tour. Donc, ça faisait combien de temps, Roger? Il est sorti, je crois. Ah, il est sorti. Parce qu'à l'époque, les bateaux ne passaient pas par leurs propres moyens, les deux souterrains, ni Ardulaire ni Dervillers. Donc, ils étaient tirés par des tracteurs électriques. Et ils étaient amarrés l'un à l'autre avec un câble par rame. Voilà. Et à ce moment-là, ils calculaient déjà, maintenant je suis là, j'arrive à attraper la 2e rame, la 3e ou la 4e. Et bien sûr, si entre-temps il y a une écluse qui n'était pas prête parce qu'il y a un autre bateau qui arrivait, qu'on avait attendu un bateau descendant qui avait déjà passé les voûtes, le montant, il râlait, et pas peu. Le soir, il y avait encore donc un bateau qui venait par là, qui s'est mis dans le coin et il voulait encore passer. 7h30, donc, et mon papa, il a dit non, maintenant on arrête, hein, c'est un jour férié, et alors il était venu très très méchant, ce monsieur, hein, et oui. De quelle manière? Il a engueulé mon père, enfin, tout possible, quoi. Et le lendemain matin, il y avait un gros tas de merde devant la porte, devant là où papa devait, hein, il avait fait ses besoins là, la nuit là, hein. Et le lendemain, il n'a plus rien dit. Et alors mon papa, il a quand même signalé et il a eu un PV, quoi. Ça, je me rappelle. On pouvait effectivement, comment dirais-je, bonjour, jouer un petit tour, disons, un petit tour de vache. Hein. Moi ici, si je voulais qu'il passe mal, qu'il fasse mal sa manœuvre, je commençais à ouvrir les ventelles du côté gauche. Ce qui fait que l'eau partait et le bouillon tournait sur la gauche. Alors quand le bateau il sort de l'axe comme ça, l'eau tournant vers la gauche va automatiquement faire tomber la proue du bateau derrière l'estacade de guidage. Voilà, alors ça, au lieu de mettre 10 minutes pour aller dans l'écluse, il va mettre 20 minutes à une demi-heure. Et l'hiver, c'était comment ici? L'hiver, il fallait déblayer. Hein. Chacun avait son bout à déblayer. Et il y avait beaucoup plus de neige que maintenant. Les péniches passaient quand même? Ça dépend. Il y a une année, en 52, la navigation était arrêtée 3 mois. Les hivers ici se préparaient, parce qu'on ne sortait plus la voiture du garage. On se ravitaillait à temps. Et on avait un épicier qui faisait en même temps boulanger qui s'arrêtait pile là. Alors on dégageait juste pour que lui puisse venir, qu'on ait le petit ravitaillement, et on faisait juste un petit chemin. Et des fois 2-3 semaines, on ne bougeait pas. Pas de télé, radio de temps en temps, très peu. On n'avait pas d'informations, on ne savait rien, tout était beau. Ah oui, c'était super. C'était un isolement? Ah oui, total. Et c'était vraiment agréable. Et ça me manque, ça c'est vrai. Il y a le bateau Almar voulait rentrer dans l'écluse le matin, à la veille de Noël. Et il n'arrivait plus tellement qu'il y avait de glaçons. Alors on l'a retiré, il s'est amarré la veille de Noël et il était arrêté jusque le 19 mars. Il est reparti, tellement qu'il y avait des glaçons. Et entre les deux tunnels, ils ont fait sauter la glace à la dynamite, tellement que c'était épais.
Il y avait 42 cm de glace dans le large en haut, à l'écluse 3 d'épaisseur. Ben, l'hiver, quand il y en avait qui étaient bloqués dans les glaces, ben, ça a créé automatiquement un lien plus serré, hein, puisque ils venaient demander pour l'eau, pour comment on se ravitaille et tout. Comment dire, ça faisait partie, je dirais même pas des fonctions, du naturel de l'éclusier. Un éclusier n'est pas seulement là, même dans le temps on avait une casquette et puis jouait le beau, non. Il y avait aussi les côtés relationnels et aides qu'il fallait donner. Mais vous avez beaucoup de mariniers qui regrettent qu'il n'y a plus d'éclusiers aux écluses. Parce que c'est effectivement un moment de contact, de parler, le temps de l'éclusage, de la translation, il y avait un échange. Et pas seulement au niveau de troc, hein, il y avait aussi la question de tiens, comment tu vas, comment va la famille, voilà, c'était ça. Et il y avait un contact beaucoup plus serré et étroit que maintenant. Parce que maintenant, le contact, c'est l'automatisme, presse-bouton. Hein. Ça casse beaucoup, mais bon, c'est l'avancée de la technique, on ne peut rien y faire. Oh, c'était beau. Ouais. Malheureusement, regardez là. Oui. Et pourquoi ça a été abandonné? En fait, c'est avec le nouveau canal qui est venu. Ah oui. Le plan incliné. Enfin, c'est moderne. Le plan incliné a été construit pour économiser de l'eau. Parce que là, dans la vallée, ça coûtait beaucoup d'eau. Hein. Mais on dit que c'était plutôt pour gagner de la vitesse. Oui, oui. Ouais. Peut-être quand même, ça s'était fait en une journée, non? Oui, ben mais non, il ne fallait pas une journée, pensez-vous. Ça se raconte comme ça là-bas. C'est normal. Mais bon, après, quand on est allé au plan incliné, c'était le Pérou. Imaginez-vous, la dernière journée à l'écluse 3, passer une quarantaine de bateaux, à la main. Donc à la main, ce qui était très physique, et le lendemain arriver au plan incliné, faire à peu près le même passage de bateau, mais en appuyant que sur des boutons que vous voyez ici. Vous savez, quand vous tournez 13 heures par jour, à peu près, sur les 13 heures, vous pouvez dire presque 12 heures, les manivelles. Les conditions de travail ont été multipliées en amélioration par 200. Et puis, vous travaillez que des demi-journées, et en plus, sans fatigue. Vous vous rendez compte? Le seul point négatif qu'il y a eu, c'est pendant les 2 ans que j'étais au plan incliné, le transport commercial a chuté de au moins 70%. Où il y avait presque plus de bateaux de commerce, quoi. C'est ça. Et ça, c'était dommage. Et mon grand-père était éclusier à la 2. Ces messieurs se promenaient en cravate. Hein? Oui. Ah oui, et le fonctionnaire c'était quelqu'un. Aujourd'hui, c'est plus rien, mais dans le temps c'était vraiment quelqu'un. Hein? Il disait notre canal. Et là il y avait, du plaisir, la fierté. Hein? Aujourd'hui il n'y en a plus. Non, on n'a plus ça. Non, on n'a plus ça. Lorsque le vent vient faire l'amour aux branches des arbres d'alentour, avec tant et tant de tendresse, et que sur seuil d'écluse bleue, dans ces bleus qui paraissent, dans ces bleus qui sans sommeil, le temps soudain s'arrête pour écouter le vent déjà s'apprête à voir passer le temps. Et tous les deux se figent comme le font les amants, et tous les deux s'en fichent, ils ont à eux deux tant et tant de temps, tant et tant de temps, tant et tant de temps, de tendresse.
Et puis, soudain, quand le soleil glisse sur le canal où déjà s'irisent les arcs-en-ciel lointains de nos jeunesses, on y voit passer des péniches lentes et pleines, au ventre gras, au ventre de reine. Et sur les berges d'avril, les oiseaux de rencontre ont le plumage fragile et docile regard qui se fondent avec les forêts où avoisinent les contes, les légendes et les carrières de grès aux rêves qui les hantent avec tant et tant de temps, tant et tant de temps, tant et tant de temps de tendresse.